Merci beaucoup Amélie et merci à toute l'équipe des Mardis de la philosophie. Vraiment, c'est une chance de pouvoir venir parler ici. Les lieux sont relativement peu nombreux à Bruxelles où on peut développer une approche philosophique sur des questions qui nous intéressent. Et puis je suis évidemment extrêmement heureux de vous retrouver aussi. Il y a quand même énormément de visages familiers. C'est une relation, disons, de confiance qui rend la parole à la fois libre, ce qu'elle est, mais qui la rend plus énergique peut-être, et avec un peu plus d'allant pour aller vers des questions qui sont cette fois des questions vraiment contemporaines. Avec Laurent de Sutter, nous avons décidé de nous intéresser à une série de figures, normalement 6 figures, peut-être on fera 5 philosophes plutôt que 6, si on estime que l'un d'entre eux doit mériter deux conférences au lieu d'une, mais enfin, normalement c'est 6 philosophes très contemporains que nous aimerions vous présenter. C'est là où la pensée d'aujourd'hui se fait, c'est là donc où les enjeux de l'époque se répercutent dans une série de théories, et Laurent de Sutter aura l'occasion de parler de Zizek par exemple, d'Agamben donc en Italie, on aura de Rancière en France, je vous parlerai de Matthew Crawford aux États-Unis, je vous parlerai aussi aujourd'hui de Sloterdijk en Allemagne, et puis d'un Indien qui est Sen, donc en plus d'être contemporain, on sera géophilosophe, pour reprendre une expression deleuzienne, c'est-à-dire qu'on essaiera d'ancrer la philosophie dans certains territoires, et puis de la faire aller en dehors de ces territoires. Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, Peter Sloterdijk, c'est un continent. C'est un continent, c'est-à-dire que c'est une œuvre extrêmement riche qui s'est fait pendant une cinquantaine d'années. Sloterdijk est né en 47, il a 70 ans, donc disons 20 ans de formation et 50 ans de poursuite de la formation, qui sont 50 années durant lesquelles il a à la fois écrit, bien entendu, vécu aussi, bien entendu. Il a été en Inde assez longuement, vers l'âge de 25 ans. Il a passé du temps dans un ashram en Inde. Ce n'est pas un universitaire tout à fait classique. Nourri dans le sérail, j'en connais les détours, comme disait Racine. C'est une phrase qui ne peut lui convenir, car il a toujours fait un pas de côté avec l'intelligentsia allemande dans ce qu'elle peut avoir d'extrêmement orthodoxe, dans ce qu'elle peut avoir d'habitude d'une production de volume extrêmement épais et absolument rigoureux et absolument ennuyeux aussi parfois. C'est tout le contraire de cette philosophie-là. C'est une philosophie plus polémique, c'est une philosophie qui ose la provocation, c'est une philosophie aussi qui s'est immiscée dans les médias. Sloterdijk est quelqu'un qui a eu notamment une émission télévisée et qui sait user des médias. Il est un des intellectuels les plus demandés, que ce soit par Die Zeit, que ce soit par une série d'autres grands journaux allemands. Et je ne vais pas dire pourtant, mais je vais dire et à côté de cela, avec cela, il a une œuvre d'une nouveauté, d'une radicalité assez impressionnante qu'il nous faut dire pour le moment. Pour entrer en matière et être tout de suite au cœur de l'événement, il faut voir qu'en 1999, dans les dernières années du dernier millénaire, il a donné une conférence en Bavière, dans un château bavarois, qui réfléchissait à la question du dressage de l'humanité. Mot polémique, métaphore
venue de la zoologie, finalement, métaphore venue du monde animalier, et il réfléchissait ainsi en se disant que pendant très longtemps, pendant 2000 ans environ, c'était la culture classique et livresque qui a été le principal vecteur de dressage de l'humanité. C'est par les livres que nous apprenons à penser, que nous apprenons donc à nous conduire, que nous apprenons ce qu'est une politique juste, ce qu'est une politique injuste, que nous apprenons aussi quel type de rapport nouer avec l'autre, quel type de rapport nouer avec le temps, quel type de rapport nouer avec Dieu. Bref, dit-il, la culture humaniste, et bien sûr l'humanisme est son problème, la culture humaniste fut le vecteur fondamental de cette domestication de l'être que les cultures humaines mettent en place. Car la culture n'est pas seulement, et là il est très nietzschéen, et on retrouvera toujours Nietzsche dans l'ombre de Sloterdijk, ou bien plutôt l'ombre de Nietzsche chez Sloterdijk, la culture n'est pas seulement une série de corpus d'œuvres et d'habitus mentales, elle est d'abord un processus de domestication. Se cultiver, c'est apprendre à exister d'une manière compatible avec les nécessités de l'État. La culture est d'abord une culture d'État, cela Nietzsche l'avait très bien vu aussi. Et Sloterdijk dit « Nous devons prendre acte du fait que l'humanisme est décédé ou en train de mourir, on est sur de longues périodes de temps, nous devons en tout cas prendre acte du fait que ce n'est plus la culture classique qui dresse et domestique les humains. C'est d'autres formes médiatiques. Et vous voyez que l'importance du média, l'importance de la médiologie est ici aussi remarquable, comme les masses médias, qui, pour le moment, essayent de moduler les psychismes humains. Mais comment ces masses médias vont-elles domestiquer les psychismes humains, ou pour parler autrement, quels types d'humains vont résulter de cette production de l'individu? Et à côté de ces masses médias, il faut aussi se dire qu'une sélection est de plus en plus possible, sera de plus en plus possible parmi les humains, sélection via les biotechnologies notamment. La notion de sélection, qui est une notion hautement polémique, est une notion qui doit tout de même être interrogée, car on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Les biotechnologies ont de plus en plus les moyens, par exemple, d'éliminer dans un dépistage prénatal certaines pathologies insupportables ou vraiment trop difficiles. Il y a là déjà les prémices d'une sélection. Et voilà la conférence que Sloterdijk donnait en réhabilitant un vocabulaire hautement provoquant, le dressage, la domestication, mais un vocabulaire qui peut être vu de manière très ironique aussi, parce que personnellement, moi ça ne me choque pas de m'entendre dire que j'ai été dressé par les livres que j'ai pu lire. Cependant, Sloterdijk parlait en 1999 et il parlait en Allemagne. Il parlait dans une Allemagne qui, on le sait, était hautement susceptible par rapport à ces questions-là. La question de la sélection humaine est quelque chose qui rappelait très sinistrement l'eugénisme. La question de la culture comme instrument de dressage et de la mort d'un humanisme moral a également hérissé un certain nombre de penseurs. Et dans les 6 mois qui ont suivi la conférence de Sloterdijk, pas moins de 600 articles de presse sont parus pour dénoncer ce penseur scandaleux, avec des titres qui étaient eux aussi
provocateur, extrêmement provocateur. Un journaliste, par exemple, de Die Zeit, écrivait « Fantômes réels et imaginaires ». Sloterdijk lit les penseurs juifs au sujet de l'horreur. Il n'y avait pas vraiment de questions liées au judaïsme dans sa question, dans sa conférence. Il y avait certes la présence de Heidegger, toujours extrêmement gênant, le plus grand penseur allemand, mais le penseur aussi dont les intersections, disons, avec une idéologie qui a muté, qui s'est métamorphosée pour donner le nazisme, sont existantes, ces intersections. Bon, il y avait tout cela. Et une cabale journalistique, une véritable cabale journalistique, s'est déclenchée contre Sloterdijk. Il a été assez malin, et c'est quelqu'un qui est assez malin, parce que le seul qui n'avait pas réagi contre sa conférence était Habermas, le grand pape de la philosophie allemande, l'héritier de l'école de Francfort, celui qui réussissait à matiner, on ne sait trop comment, un héritage marxiste avec du pragmatisme anglo-saxon, mais Habermas réussissait à diluer savamment l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un, et cela faisait une théorie humaniste pour le coup, de l'agir communicationnel, de la fondation d'une société sans idéalisme transcendantal. Et Habermas n'avait pas réagi. Et Sloterdijk, dans un journal, puisque la philosophie se fait aussi par journaux interposés, comme les débats, les grands débats entre Pascal et d'autres se faisaient via les organes de presse de l'époque, eh bien, réagit Monsieur Habermas. Vous n'avez pas encore parlé, vous qui pourtant êtes la conscience par excellence dans ce pays. J'ai juste deux questions à vous poser. D'abord, savez-vous comment ils se sont procurés ma conférence ? Tous ces journalistes qui semblent si bien la connaître, je vois des citations qui d'ailleurs sont relativement peu exactes, mais enfin, ils ont dû se procurer ma conférence d'une manière ou d'une autre. Et puis, deuxièmement, j'ai un grand respect pour vous, dû à votre âge. Il s'attaque vraiment à la figure tutélaire de la philosophie, mais cependant, je pense que votre génération, qui est toujours dans une certaine frilosité morale allemande héritée de la stupéfaction qui a sidéré chaque penseur allemand, je pense que votre génération n'est plus une génération qui peut encore penser. La théorie critique est morte. Lettre ironique, mais dure, extrêmement dure. Et Habermas répond, eh bien, je n'ai pas envie de parler avec vous, Monsieur Sloterdijk. Il demandait un débat. Je n'ai pas envie de parler avec vous, et sachez que je n'ai absolument jamais lu votre conférence, et je n'ai jamais instrumentalisé les journalistes comme vous me le reprochez. La télévision allemande, puisque dans notre monde tout se sait, ce qui est faux comme ce qui est vrai, la télévision allemande, 3 semaines plus tard, exhibait un fax d'Habermas à un journaliste avec la conférence de Sloterdijk, puisqu'il était un des directeurs de chez Surkamp, en disant « voilà l'homme à abattre », quelque chose comme ça. Bon. Retour de boomerang, c'est Habermas lui-même qui a été détrôné par cet épisode douloureux, narcissiquement très, très, très douloureux, et qui a mis Sloterdijk, l'enfant terrible de la philosophie allemande, au devant de la scène. Alors, la notoriété qu'il a alors auréolée ne l'a pas quitté, mais pour s'intéresser à lui, il faut d'abord savoir d'où il venait. Il n'était tout de même pas inconnu en 1999, et les 20 années qui ont précédé, les années 80 et les années 90, l'ont vu éditer et publier certains livres, dont l'un fut un livre extrêmement lu dans la philosophie allemande. Son objet, son sujet de réflexion est un sujet de réflexion qu'il va appeler psychopolitique.
il ne fait pas une philosophie politique à proprement parler, mais il est conscient que le corps social qui s'exprime à travers des choix politiques est traversé par des affects, est traversé par des émotions, est traversé par des états d'esprit absolument déterminants. Pour le dire autrement, la politique n'est pas uniquement une production rationnelle d'individus qui cherchent à universaliser une valeur qui porte en eux. Elle est le lieu où des affects parfois primaires et toujours émotifs se transforment pour avoir droit à l'espace public. Là encore, Nietzsche est le précurseur, lui qui savait que le ressentiment ou la jalousie, par exemple, ou l'humiliation non digérée pouvaient se travestir et devenir un masque qui alors faisait les opinions. Et Sloterdijk reprend cette tâche et dit « Je veux faire de la psychopolitique, c'est-à-dire que je veux essayer d'être le médecin des pathologies de l'appareil d'opinion, comme il le dit. Les humeurs personnelles peuvent être transférées des individus aux collectivités. Le mot transfert est celui qui est emprunté à la psychanalyse. Les humeurs personnelles donc peuvent être transférées des individus aux collectivités. Et pour comprendre une collectivité, il faut savoir quelle est l'humeur qui l'agite. Et conformément à ce programme qui sera thématisé un peu par la suite, parfois c'est en ayant fini un livre ou une série de livres qu'on comprend ce que l'on voulait faire et qu'on les réécrit mentalement comme cela, mais le programme est clairement un programme psychopolitique dès le début. Il dit il faut chercher à débusquer les affects de l'époque pour montrer comment ces affects se manifestent dans le champ social. Ce sera le projet d'un ouvrage de 1981 qui s'intitule « Critique de la raison cynique ». Critique de la raison cynique, 1981, très grand succès éditorial en Allemagne, environ 120 000 exemplaires écoulés, comme dirait un éditeur, ce qui est quand même un chiffre assez important, où il s'en prend assez frontalement à l'idéologie des Lumières, à l'idéologie de l'Aufklärung, en essayant d'expliquer de manière jamais totalement unifrontale. Les livres de Sloterdijk sont des livres qui développent une série de fronts différents. Il n'y a pas un seul front, il y a une série de fronts, il y a de très nombreuses métaphores, il y a une érudition historique, cinématographique, littéraire qui vient soutenir ce qui est non pas une thèse, mais qui est la manière de faire vivre une métamorphose de la pensée, c'est-à-dire une nouvelle vision du monde. Donc on ne peut absolument pas le résumer à une seule thèse, et parfois en le relisant on peut avoir l'impression de comprendre deux ou trois choses différentes. La lecture de Sloterdijk est vraiment une lecture active et qui n'est pas prémâchée pour un lecteur docile. C'est une lecture qui fait beaucoup réfléchir. Je dis cela pour dire qu'il n'y a pas un seul front avec l'Aufklärung. Il essaye de montrer que les Lumières ont mis en avant une tentative critique, une tentative de désillusionnement, où toute une série d'idoles, là encore c'est assez nietzschéen, ont été l'une après l'autre destituées, que ce soit l'idole
de la transcendance, l'idole de la divinité, une critique de la transparence aussi. Les théories critiques freudiennes notamment disent vous croyez que vous êtes transparent, mais non, il y a un inconscient. L'apparence cache tout de même des recoins, des plis. Les apparences sont trompeuses. L'habit ne fait pas le moine, pourrait-on dire. La critique marxiste, elle aussi, cherche à désillusionner les individus en leur disant qu'ils sont tout de même pris dans des jeux de force capitalistes qui les excèdent, jeux de force qui sont alors matinés, tantôt de religion, tantôt de bonne conscience, mais qui se passent derrière ces apparences-là toute une série de phénomènes, de phénomènes violents. Et donc, cette théorie critique, qui est l'autre nom de la modernité, finalement. Cette théorie critique est le grand lieu où l'on va voir ce qui se passe réellement. On dit, voilà, derrière les apparences, voyez les processus violents qui sont parfois à l'œuvre. Et d'après Sloterdijk, cette théorie critique mène à un certain cynisme éclairé, c'est-à-dire une conscience à la fois désabusée, à la fois ironique, à la fois parfois méchante, toujours malheureuse sur l'époque. Toutes les idoles ont été, à juste titre sans doute, destituées. Il n'y a plus grand-chose en quoi croire, et d'ailleurs l'acte même de croire est la preuve d'une naïveté précritique insupportable. Que faire? À quoi penser? Voilà alors un cynisme, une sorte de grand cynisme qui exprime ouvertement et sans ménagement des sentiments, des opinions qui choquent le sentiment moral ou des idées reçues, souvent avec une intention de provocation. Voilà ce cynisme qui choque, qui provoque et qui semble secrété par une certaine douleur d'exister dans un monde où il n'y a plus finalement de saints auxquels se vouer, devrais-je dire. Enfin, on est là dans une culture protestante, donc il y aurait erreur sur le saint ou sur la personne, où il n'y a plus, en tout cas, d'idoles en lesquelles se réfugier. La fin des idoles fait naître non pas une raison fière et heureuse, mais une raison cynique. Voilà son diagnostic qui a visiblement résonné en Allemagne. Et c'est vrai que pour nous qui voyons aujourd'hui un nouveau président aux États-Unis, ce cynisme qui exprime ouvertement et sans ménagement des sentiments, des opinions qui choquent le sentiment moral ou les idées reçues, souvent avec une intention de provocation, ce cynisme a clairement réussi à briguer les postes les plus importants de la planète. Il y a quelque chose dans le diagnostic psychopolitique de Sloterdijk qui est juste. Et à ces cyniques-là, ces cyniques finalement élevés, plus ou moins bien élevés, voire extrêmement lettrés, je ne parle pas de Trump, vous l'avez compris, mais à ce cynisme de l'intelligence allemande, de l'intelligence universitaire allemande, Sloterdijk dit: il faut opposer ce qu'il appelle le kunisme, le cynisme originaire, celui de Diogène de Sinope, le philosophe chien, le philosophe qui mordait, le philosophe qui, sous les murs d'Athènes, rigolait et se gaussait des grandes idées platoniciennes et de tous les intellectuels qui étaient toujours en train de pérorer, et avec une violence interne, violence du corps. Diogène est finalement une sorte de clochard, intelligent comme tous les clochards, robuste comme tous les clochards, et qui a su survivre, puisqu'un sans domicile fixe, c'est quand même celui qui survit là où presque personne n'est capable de survivre, et qui a donc une intelligence de survie par rapport au froid, par rapport à la nourriture tout à fait remarquable. Là, il y a un vrai cynisme. Là, il y a la possibilité d'être désillusionné. Mais le désillusionnement mondain, le désillusionnement de salon, celui-là, il est relativement
il est relativement douloureux et il est relativement pervers. Sloterdijk fait ce diagnostic en disant « Moi, je n'ai jamais réussi à être un vrai cynique, dit-il. J'aime trop le bonheur. Il faut distinguer, dit-il, un pessimisme méthodologique d'un pessimisme existentiel. Le pessimisme méthodologique s'impose parce que penser au pire est le fondement même de l'analyse. Mais le métier de professeur consiste à penser au pire tout en menant une vie heureuse. J'ai bien essayé, dit-il, et toujours franc, j'ai bien essayé, comme personnage psychologique, d'être aussi désespéré que les théories que je tenais des maîtres de notre génération. Il m'a fallu 20 ans pour retrouver la capacité de méditer le pire, tout en adoptant une attitude existentielle tournée vers le bonheur, car le devoir de l'homme est d'être heureux. Si on veut échapper au piège du ressentiment, il faut vouloir le bonheur. Il se met là dans une attitude difficile, mais passionnante. Il se met là dans l'attitude qui dit « je veux le bonheur ». Que désirer d'autre, sinon le bonheur? Pascal le disait déjà, chacun cherche le bonheur. Même celui qui va à la guerre cherche le bonheur. Même celui qui va se pendre se pend par rapport au bonheur. On n'agit que par rapport au bonheur. Et Sloterdijk remet cela au goût du jour, tout en disant « attention à votre critique, je la comprends ». Il ne faut pas être un illusionné pré-critique, pré-moderne. Il y a donc là une sorte de grand écart. Et c'est de ce grand écart-là que Sloterdijk vient, ce grand écart qui annonce quelque chose à penser, qui annonce l'inexistence d'une théorie. Et les livres, les théories, naissent toujours de l'inexistence. Je crois que le créateur est celui qui, dans une librairie même aussi fournie que Tropisme, se dit « il en manque un ». C'est ça, finalement, un écrivain. Il en manque un. Il y a quelque chose qui profondément manque. Voilà d'où il venait. À côté de cette question du cynisme, il y a la question de la mobilisation. Il a fait un grand livre sur la mobilisation qui s'appelle « La mobilisation infinie ». Il voit une époque qui bouge, une époque qui non seulement bouge, mais une époque qui parvient à mobiliser l'être entier. Là encore, il va s'affilier avec des personnages intellectuels qui sont relativement, voire fondamentalement proscrits dans le paysage intellectuel. Et celui qui va chercher, c'est Junger. C'est Ernst Junger qui a écrit un grand texte sur la mobilisation infinie, sur la mobilisation tout court, la mobilisation universelle. Il a écrit Le Travailleur, il a bien vu, lors de la guerre 14-18, que le nouveau chiffre de l'Europe était de transformer tout être, toute ressource, toute nature aussi, en denrée à consommer, en denrée qui doit bouger pour arriver à son lieu meilleur. Et que la modernité, finalement, était une manière de faire circuler toujours davantage. Sloterdijk l'écrira plus tard dans Sphère, le vrai événement de la modernité, ce n'est pas que la Terre tourne autour du Soleil, c'est que l'argent tourne autour de la Terre. Et magnifique, hein, magnifique. Et Sloterdijk sera excellent dans 20 ans pour le dictionnaire de citation, je suis persuadé, parce qu'il a un sens de la formule qui à la fois claque et se retient bien. Et cet argent qui tourne autour de la Terre, ce sont aussi, bien entendu, les voitures qui tournent autour de la Terre, ce sont aussi les êtres qui doivent bouger toujours davantage. Il y a là une mobilisation de l'être qui donne le vertige, qui d'abord, il faut le dire, remet au goût du jour l'espace. La philosophie moderne est une grande philosophie du temps. Sloterdijk dit non, pensons d'abord l'espace. Pensons d'abord l'espace, il faut repenser aujourd'hui l'espace. Foucault l'avait déjà pressenti, le siècle qui vient sera le siècle de l'espace, et dans Globe, dans Sphère, dans Écume, nous verrons Sloterdijk repenser des bulles, repenser des sphères, repenser spatialement. Et deuxièmement, il dit cette mobilisation est une mobilisation qui n'a plus de sens,
qui n'a plus de sens. Par rapport à la voiture, il a quelques très beaux passages. Il dit d'abord, pour bien parler de l'ivresse de cette mobilisation, « Quiconque conduit une voiture approche le divin. Il sent combien son moi diminué s'étend dans un soi plus haut qui s'offre toutes les autoroutes comme une maison et qui nous fait comprendre que nous sommes prédestinés à une vie plus haute que celle des piétons ressemblant à des animaux. » C'est un écrivain. C'est un écrivain qui est très habile pour capter certains affects, qui sont des affects qui n'ont pas eu droit de citer dans la culture philosophico-littéraire de l'époque, parce qu'on ne parle pas normalement de voiture parmi les philosophes, mais il sait qu'il y a là une expérience que chacun a vécue sur une autoroute plus ou moins déserte. Il y a là un sentiment de puissance, une volonté de puissance. Il y a là le surhomme qui s'est réalisé dans un embouteillage, dit Sloterdijk. Parce que la volonté, la vérité de la voiture, qui est aussi la vérité de la postmodernité, c'est que toutes ces belles cylindres qui pourraient conduire l'homme à devenir surhomme sont en réalité immobilisés dans de longs et fumeux embouteillages. Voilà une métaphore de la postmodernité, métaphore parlant, parce que ce n'est pas qu'une métaphore, c'est d'abord une expérience, et voilà donc une philosophie qui sait se nourrir de l'expérience, mais c'est une expérience qui dit bien que cet idéal de mobilisation infinie, finalement, devient une sorte d'immobilisation absurde. Cherchez, dit-il, cherchez quels sont les autres types d'immobilisation, et là encore, Heidegger, quand il parle de la clairière, quand il parle de la hutte, quand il parle du lieu où écouter autrement l'être, ou écouter autrement quelque chose qui est à la fois la saveur d'exister et qui est à la fois le lieu spatial où on peut prendre le temps pour que résonne longuement la question « qu'est-ce qu'être au monde ?» Voilà une autre manière de s'arrêter. Peut-être, dit-il, peut-être, même si il n'ira jamais totalement vers cette sorte de sagesse du retrait qu'est l'humain heideggerien, il restera toujours vigilant par rapport aux thérapies, puisque c'est un médecin des pathologies de civilisation, aux thérapies possibles. Le lieu isolé reste une de ces thérapies. Mais ce lieu isolé est un lieu qui peut être trop violemment un lieu de retrait, et c'est un lieu aussi d'où une vraie critique de cette modernité ne peut plus se faire entendre parce qu'elle serait relativement peu documentée. Sloterdijk est aussi quelqu'un qui aime l'arène, qui aime retourner dans l'arène. Et la troisième de ces bases, si je le reconstitue ainsi, mais il y aurait 1000 façons d'entrer dans cette grande nébuleuse, la troisième de ces bases, à côté du cynisme et à côté de la mobilisation infinie, est un travail sur la colère. Psychopolitique à nouveau, on l'a dit, des affects personnels peuvent être transférés vers les appareils de gestion civilisationnelle, et il écrit un livre qui s'appelle « Colère et temps ». Le clin d'œil à Heidegger est évidemment très marqué. Heidegger qui en 27 faisait paraître « Être et temps ». Colère et temps, écrit-il, en montrant que l'histoire de l'Occident a été l'histoire du sentiment de colère instrumentalisé. C'est-à-dire que les grands appareils de domestication, de dressage de l'humain ont toujours su entretenir la colère et l'humiliation, la colère humiliée des masses, finalement. Il ose cette notion de masse, et vous vous rendez bien compte que politiquement, c'est extrêmement polémique.
d'utiliser ce terme-là, faire naître la colère des opprimés, entretenir la colère des opprimés, et puis la canaliser et savoir la faire se fédérer, s'auto-fédérer dans ce qu'il va appeler des banques de colère. Des banques de colère. Il y a donc les colériques, sur Terre, dit-il, et il y a ces colériques qui doivent différer leur projet de vengeance, qui doivent être incapables de se venger tout de suite, et qui doivent être suffisamment habilement conduits. Le cynisme, il le débusque une nouvelle fois, qui doit être suffisamment bien conduit pour que cette colère alimente une banque de colère sur laquelle alors certains hommes politiques ou certaines idéologies vont s'asseoir pour être au pouvoir. Le diagnostic est violent parce que il est ici adressé assez directement au soviétisme, disons, non pas au marxisme, mais au marxisme-léninisme, en tout cas à la version politique et institutionnelle du marxisme, ce qui est à nouveau une très sérieuse provocation par rapport à la théorie critique de l'école de Francfort, notamment, qui elle est marxiste, en disant « Regardez la colère qui est née, ne serait-il pas temps de penser une politique par-delà la colère et par-delà le ressentiment ?» Voilà sa question. Ne serait-il pas temps de mettre au-devant de la scène politique d'autres types d'émotions? Et le sentiment de colère, le désir de faire vivre la colère, évidemment, est très, très, très justement diagnostiqué par Heidegger, sans entrer ici dans le débat avec Zizek, par exemple, avec toute une série d'autres penseurs qui ont attaqué assez frontalement Sloterdijk. On doit dire que l'instrumentalisation de la colère est tout de même, c'est certain, la grande matrice, que ce soit du populisme, que ce soit de toute une série d'autres groupes politiques. Trump est quelqu'un qui a excellé à instrumentaliser la colère, à la fédérer et à montrer, dans une sorte de grande connaissance de l'économie libidinale, et à montrer une issue pour cette colère-là. Dans la situation globalisée, dit-il, aucune politique voulant équilibrer les souffrances humaines ne sera possible si elle se fonde sur le ressentiment contre l'injustice passée. Délégitimer l'alliance antique et fatale entre l'intelligence et le ressentiment au profit des droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la propriété. Donc délégitimer cette alliance de l'intelligence et du ressentiment. Projet extrêmement ambitieux, projet qui va tout de même à l'encontre de toute la théorie rhétorique, elle qui a toujours su que le seul discours audible était le discours qui, sur base d'un ethos qui permet de dire d'un discours qu'il est à la fois sensé, sincère et sympathique, va savoir développer dans l'auditoire un pathos. L'art rhétorique du discours, c'est l'art de faire naître une émotion pathétique chez ceux qui écoutent. Aristote le disait dans sa rhétorique, et toute la tradition politique, c'est cela. C'est que l'affect négatif du ressentiment et de la colère sont les mieux compris. Sloterdijk dit, ce lien-là, il nous faut le dénouer au profit d'une autre politique, c'est-à-dire d'un autre lien avec moins de ressentiment et quelque chose qui serait l'invention d'une formule du bonheur, comme il le dit, l'invention d'une formule du bonheur. Voici donc les trois lieux. Vous voyez que ce sont des trois lieux ambitieux, ce sont trois lieux qui mettent tout de même la barre très haut, on pourrait le dire. Ce sont des lieux théoriques dans lesquels ce mot bonheur est osé, mais il est osé parmi
parmi les embûches et le désillusionnement critique le plus vif, il est osé, pour le dire autrement, sans aucune naïveté. On voit aujourd'hui fleurir une néo-idéologie du bonheur, de la pensée positive, d'une sorte d'alter méthode Coué qui est relativement sympathique, mais qui ne peut exister qu'au prix d'une immense œillère intellectuelle qui ne peut finalement être osée que dans un très très grand égoïsme. Les idéologies psychologisantes du bonheur qui donnent des conférences payées extrêmement cher en entreprise doivent tout de même être réarticulées d'une manière ou d'une autre avec un vrai pessimisme méthodologique sous peine d'être précritique, c'est-à-dire sous peine d'être atrocement naïve, comme on le voit trop souvent. C'est un texte donc qui est non seulement critique, mais aussi post-critique et cynique et post-cynique, si je puis dire, et notre contemporain, finalement. Il voit bien que les allées de la critique et du cynisme ne sont plus fréquentables, mais qu'ils ont une vraie vérité. Ils détiennent une vraie vérité. Alors, que faire quand on sait tout cela? Que faire quand on sait positionner à cet endroit-là? Mais finalement, le que faire, pour tout philosophe digne de ce nom, et tout philosophe qui s'est programmé pour tutoyer les grands, critique de la raison cynique 200 ans après Kant, les colères étant après Heidegger, le nietzschéisme qui est assumé, il s'est programmé pour tutoyer les grands, et que faire? Cela va être réécrire l'homme, c'est-à-dire se reposer la question kantienne, qu'est-ce que l'homme? Et se reposer la question kantienne en dehors du cadre stricto sensu humaniste, cadre qui est viscéralement marqué par la coupure entre la psyché et le corps, entre la culture et la nature, entre l'intelligence et l'émotion. Voilà le grand cadre humaniste qui est un cadre dichotomique, qui est un cadre dyadique. Et Sloterdijk dit « Je veux poser la question de l'homme en deçà de la ruineuse séparation platonicienne, mais cartésienne également, entre l'âme et le corps. Je veux retrouver un humain qui est un humain intégral, qui est un humain complet, c'est-à-dire je veux une théorie de l'homme qui ne mette pas de côté ce qui est l'être de l'homme, et cet être de l'homme, c'est d'abord d'être technicien. C'est-à-dire, c'est d'abord d'être un matérialiste, c'est d'abord d'être quelqu'un qui doit manger, quelqu'un qui doit construire, quelqu'un qui doit habiter le monde, quelqu'un qui, dès l'aube du monde, est pris par ce qu'on peut appeler des lithotechniques, c'est-à-dire des techniques avec la pierre, comment faire un chopper, comment faire du feu, comment finalement s'abriter, comment construire l'abri. L'humain est toujours technicien. L'humain est toujours technicien. On ne peut commencer que par une anthropotechnique en deçà donc de la séparation entre nature-culture et Homo sapiens d'un côté, Homo faber de l'autre. Donc, ce qui nous dit, c'est d'abord, globalement, le programme d'éducation humaniste qui a privilégié la raison pensante sur la matière et sur la technique est un échec quand uniquement les humains éduqués par les belles lettres sont des humains qui ne peuvent plus vivre en 2017. Premièrement, il faut refuser l'humanisme antitechnologique, et là, c'est une critique qui n'est pas voilée à l'encontre du heideggerianisme qui est technophobe, viscéralement technophobe. Sloterdijk ne l'est pas du tout. Et troisièmement, dit-il, il faut, sur base de ce programme, voir comment l'homme doit continuer à se dépasser. L'humain ne peut être pensé que comme celui qui dépasse toujours l'humain. L'humain ne peut pas être l'animal qui reste, comme il le dit, au camp de base.
Voilà encore une métaphore qui dit, ben voilà, parfois on habite le camp de base. Le camp de base, c'est là où on maîtrise, là où l'environnement est à distance, là où on sait ce qui se passe. On est dans le camp de base, mais l'humain, ou en tout cas ce qui d'intéressant s'est fait dans la culture, est toujours porté par des individus qui, un beau matin, ont quitté le camp de base en disant « ce sommet m'intéresse » ou bien « ce ravin m'intéresse » ou quelque chose d'inexploré m'intéresse. Bref, il a une sorte d'horreur viscérale pour les humains parqués dans les camps de base. Il a un désir de rendre possible la tendance à l'exagération, la tendance au dépassement de soi, et donc la tendance qu'ont les humains à vouloir parfois transformer leur vie. Ce qui politiquement se traduit par un véritable anti-égalitarisme. Par un véritable anti-égalitarisme, en tout cas, il prend acte du fait que certains individus ont décidé d'exagérer beaucoup plus que les autres. Et il ne va pas contester la philosophie égalitariste avec ces formules un petit peu toutes faites. Tous les hommes sont égaux. Bien sûr, tous les hommes sont égaux. Je suis d'accord. Mais ce que je vois, ce n'est pas l'abstraction. Tous les hommes et toutes les femmes sont égaux et égales. Ce que je vois, c'est il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent et l'histoire, jusqu'à présent, a été faite surtout par les gens qui exagèrent. Qu'est-ce que exagérer et qu'est-ce que bien exagérer, finalement ? Voilà son programme. Voilà son programme qui doit être ancré à quelque chose qui est une anthropotechnique. Une anthropotechnique, c'est-à-dire une technique pour devenir humain. Nous ne devenons pas humains par un décret, et sûrement pas par le décret de nos parents. Nous utilisons des techniques physiques et culturelles pour petit à petit nous humaniser. Les humains sont ceux qui savent se domestiquer, être domestiqués, et puis qui savent aussi engendrer, faire venir dans le monde des êtres qui, à leur tour, devront être dressés. Les humains, donc, sont des produits. Et ils ne peuvent être compris que selon leurs conditions de production. C'est la production culturelle, mais technique aussi, de l'humain qui doit être mise au centre. Bon, c'est intéressant, évidemment. Et c'est cela qui rend l'humanisme impossible. Sauf à dire que l'humanisme est la doctrine qui est périmée tous les quarts d'heure qu'une nouvelle technique de production de l'homme est inventée. Il ne peut pas y avoir d'humanisme parce que l'humain est toujours modifié par ses productions, par ses conditions de production. Et évidemment, quand on voit les étudiants de 20 ans aujourd'hui totalement branchés comme ils le sont et qui vous répondent quand on leur dit arrête de faire 3 choses en même temps, qui vous répondent, mais je ne fais que 3 choses en même temps, et ils font 3 choses parfois très bien en même temps. Bon, les humains aujourd'hui, produits comme cela, sont les vrais humanistes aujourd'hui, mais ça veut dire aussi que par leur comportement, ils nient tous les humanismes de naguère. Ça veut dire aussi qu'il faut penser autrement l'humanisme en le reconduisant aux conditions de production de l'homme. Alors, ce que l'on peut dire sur cet homme, avant d'aller un peu plus loin, avant d'aller vers la théorie des sphères, vers la théorie des bulles, et peut-être faudra-t-il une deuxième séance pour explorer cet univers-là, mais je trouve qu'il en vaut la peine. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a chez l'humain une nécessité, c'est pas un désir, une nécessité de prendre ses distances avec Mère Nature. De prendre ses distances avec Mère Nature. Le goût de la nature, l'amour de la nature, la façon de se sentir naturel est, Sloterdijk est très ironique par rapport à cela, est quelque chose que chacun sent viscéralement
2 ou 3 fois par an, lorsqu'il arrive dans une nouvelle destination de rêve, en vacances. Il faut aussi voir la publicité allemande pour les grands retours à la nature via charter. Alors là, on revient dans Mère Nature, bien équipé, bien entendu. Mais la nature comme cela, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce sentiment de confiance que l'on a envers la nature? C'est Bergson, c'est pas Sloterdijk qui disait, vous savez, le sentiment de confiance envers la nature, il a été inventé par les poètes latins du IIe siècle après Jésus-Christ, qui avaient des villas magnifiques dans la campagne romaine avec environ 250 ou 300 esclaves et tous les plaisirs imaginables. Et alors là, ils ont pu inventer ce que les latins appelaient la monestia. Donc on le retrouve en français dans l'aménité, quelque chose qui est amène, c'est-à-dire la campagne romaine la plus douce possible. Voilà le lieu où l'homme a été réconcilié avec la nature. C'était quand même 250 esclaves. Et pour ces esclaves-là, ce n'était pas du tout une réconciliation avec la nature. C'était quelque chose comme quels sont comment obéir au mieux aux techniques de dressage qu'on exige pour moi. Donc, Sloterdijk dit, il ne faut pas croire à une sorte de connaturalité, il faut croire à une insularisation d'abord. D'abord, l'humain est celui qui doit créer pour lui-même et pour ceux qu'elle, parce que la femme va être plus importante que l'homme dans la philosophie de Sloterdijk, pour ceux qu'elle met au monde, qu'elle engendre, il faut créer quelque chose comme une zone de protection et une zone qui va être la zone d'intériorité. Plus tard, il va beaucoup parler du placenta, il va beaucoup parler de cette zone qui est la zone de sécurité, en disant d'ailleurs que la culture allemande, la culture allemande a toujours, culture technique et domestique allemande, a toujours réservé au placenta un rôle très important. Il y a des rites pour brûler le placenta, il y a des rites vraiment pour s'occuper, pour prendre soin de celui qui est le double de l'enfant, qui est le placenta, ce que la modernité a tout à fait laissé de côté. Enfin, ça, c'est d'autres propos, d'autres livres. Enfin, il dit cette intériorité, cette zone de confort première est importante. Et puis, dans ce camp de base, cette première sphère, ce premier lieu, ce qui s'opère, c'est une déconnexion avec le corps. La déconnexion avec le corps est rendue possible par l'outillage. Là, il va chercher chez les anthropologues des années 20, ou bien chez le roi Gourand, par exemple, toute la genèse de l'homme technicien. La déconnexion avec le corps via l'outillage est ce qui, en vérité, rend le corps plus raffiné. L'humain se raffine en ayant des outils. Ou, pour le dire autrement, l'humain se raffine par ses outils. Là encore, la culture humaniste technophobe est complètement à côté de la plaque. Elle qui a ce cliché, cette image d'Épinal de l'humain élégant parce qu'il aurait que des outils élégants, un stylo par exemple, et l'humain peu élégant parce qu'il aurait des outils comme des marteaux-piqueurs ou des marteaux. Non, dit Sloterdijk, c'est le fait lui-même de l'outillage qui est une prothèse extériorisée qui va faire que l'humain peut prendre soin de ses mains, peut prendre soin de lui-même, peut prendre soin de son corps et avoir petit à petit un pouvoir autoplastique, c'est-à-dire un pouvoir de se transformer, un pouvoir d'avoir un soin. Un soin qui est un soin non pas uniquement esthétique, mais qui est un soin transformateur de soi. L'humain, dit-il, est un prématuré. C'est vraiment le prématuré, c'est celui qui, on le sait, ne vivrait pas
comme tel avant l'âge de 12 ans, peut-être, ou l'âge de 14 ans, s'il était livré à lui-même, ou de 10 ans, peut-être. Il est le prématuré qui doit toujours prendre soin de lui-même et qui, dans le processus d'hominisation, va chercher à adoucir son visage, va chercher à avoir des mains de plus en plus délicates, et donc va suivre quelque chose qui est une courbe ascendante de la beauté humaine, qui passe par le souci de soi, qui passe par le soin de soi. Et là, on a des idées foucaldiennes, des idées de Foucault qui reviennent et qui se greffent sur une anthropotechnique qui culmine dans les prothèses plus symboliques que sont les religions, que sont le langage, bien entendu, que sont ces autres outils qui entourent la maison, qui sont dans la maison, mais qui l'entourent aussi, et qui sont aussi des manières pour l'humain de se créer une immunité. Ce mot d'immunité est important. Dans la philosophie de Sloterdijk, l'humain est celui qui doit se protéger. Et les cultures humaines sont des lieux où on sait ce qui est toxique, où parfois on s'intoxique volontairement, mais on sait jusqu'où on s'intoxique volontairement, le vin, le tabac, etc. On sait jusqu'où il faut s'intoxiquer, mais généralement, une culture humaine est celle qui prémunit l'humain d'abord contre l'environnement, c'est ça la désolidarisation d'avec Mère Nature, mais aussi qui le prémunit de ce qui chez lui pourrait être régressif. Parce qu'évidemment l'humain peut toujours rechuter, peut toujours se cyniciser comme les cyniques que sont Diogène, par exemple. Voilà le programme. Voilà le programme, étonnant programme. En tout cas, s'il faut mesurer une philosophie à son degré d'originalité, Sloterdijk est quelqu'un qui est très haut dans les rankings, à son degré d'ambition aussi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est donné les moyens de cette ambition à partir d'une série d'études qui sont des études toujours très informé. Je suis sidéré par les notes en bas de page de Sloterdijk. C'est vertigineux, c'est vraiment vertigineux. Il y a une centaine ou 150 notes en bas de page par chapitre, mais ce ne sont pas des notes en bas de page qui toutes sont des gloses sur le même objet. Parce que quand on parle, je sais pas, de l'intuition chez Kant, avoir 100 notes en bas de page est relativement facile. Par contre, avoir lu et médité 2 ouvrages sur le placenta, 3 ouvrages sur la gynécologie non conventionnelle, 4 ouvrages sur la maison comme gynécée, etc. C'est assez stupéfiant. Et c'est ça qui donne quelque chose qui est à la fois excitant, cette philosophie, et puis aussi qui la rend parfois tout à fait confuse, brouillonne, et dans laquelle on a relativement du mal à s'orienter. Dans les 10 minutes qui me restent pour aujourd'hui, j'aimerais évoquer un autre ouvrage de Sloterdijk où il va montrer que cette anthropotechnique n'est pas juste une question matérialiste, donc que la technique doit être entendue dans une façon très large, comme le grec techné le laisse comprendre. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Tu dois changer ta vie ». Tu dois changer ta vie, qui est un bon titre. Il a le chic pour les titres, lui et son éditeur. Tu dois changer ta vie, qui fait référence à un poème de Rilke, qui est un poème où Rilke décrit un torse archaïque d'Apollon, donc une sculpture grecque classique, où on ne voit que le torse, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras. C'est la sculpture antique dans ce qu'elle a de magnifique et, va dire Rilke, mais il ne le dira pas si vulgairement, d'interpellant. Il dit ceci:
sur le torse archaïque d'Apollon, donc, nous n'avons pas connu sa tête prodigieuse où les pupilles mûrissaient. Mais son torse, encore lui, ainsi qu'un candélabre, dans lequel son regard, vrillé vers l'intérieur, se fixe et étincelle. Il a ainsi les mots pour évoquer ce torse. Et il finit le poème en disant « Car il n'y est de point qui ne te voie, tu dois changer ta vie. » Voilà le titre du livre dans ce poème de Rilke. Le torse archaïque, lorsqu'il est contemplé, lorsque l'humain parvient à le regarder suffisamment longtemps pour se mettre en adéquation avec ce qu'il nous dit, depuis sa grandeur et depuis son existence immémoriale, c'est cela. C'est « Et toi, comment vis-tu ? Ne devrais-tu pas changer ?» Et c'est pas non plus « Ne devrais-tu pas ?» Tu dois évoluer, tu dois changer. Voilà certains types d'injonctions qui nous viennent de rencontres, ici artistiques, mais c'est peut-être un personnage, ça peut être une lecture, c'est peut-être les gens qui disent « Non, pas comme cela, tu dois changer. » Cela semble provenir, dit Sloterdijk, d'une sphère dans laquelle on ne peut émettre aucune objection. Si l'humain est suffisamment réceptif pour recevoir du torse d'Apollon ou du poème de Rilke, ou des deux, cette injonction-là, l'objection « Oh ben, je n'ai pas entendu, oh j'ai d'autres choses à faire », ne peut être reçue. On ne peut se dérober, et on est pris alors dans quelque chose que Sloterdijk ose aussi, qui est la verticalité. Tu dois changer ta vie, cela veut toujours dire tu dois t'élever. Tu dois chercher quelque chose qui est ascensionnel. Tu dois chercher un vecteur d'ascension. Tu dois changer ta vie ne veut jamais dire tu dois régresser. Cela ne veut jamais dire tu dois retourner au camp de base, sauf les tu dois changer ta vie qui sont les symptômes pré-burnout, ils sont évidemment importants. Là, parfois, le camp de base est important, mais dans cette situation-là, il s'agit d'une verticalité. Et là encore, il rompt avec quelque chose qui peut s'appeler l'horizontalité d'une grande partie de la philosophie contemporaine. Deleuze, et dans toute l'amitié et l'admiration qu'on peut avoir pour la philosophie de Deleuze produit et développe une philosophie qui est quand même fondamentalement rhizomatique, réticulaire, immanente, ce qui est associé géographiquement à des plans. C'est la philosophie des plans d'immanence où il préfère ce qui s'interconnecte sur une zone horizontale plutôt que la métaphore virile et technocratique par excellence, qui est la métaphore de l'arbre, la métaphore de la verticalité, de ce qui va vers le ciel, jusqu'à signe céleste, comme disait Rabelais, c'est-à-dire de ce qui va vers Dieu. Il y a dans l'immanentisme horizontaliste de Deleuze quelque chose comme un défi à la transcendance. Non, pas de verticalité, parce qu'au bout de la verticalité, on va toujours retrouver Dieu. Des philosophes comme Deleuze ont cherché à ce que la question verticale ne soit pas possible, ou soit peu possible. À nouveau, Deleuze est un tel continent que si on entrait dans le continent, on retrouverait évidemment toute une série de pièces dans lesquelles la question verticale est possible, mais enfin, ce n'est pas celle qui est la plus présente chez lui. Sloterdijk dit non, sans faire une philosophie de la transcendance, je veux faire une philosophie de l'autotranscendance, c'est-à-dire de la manière dont l'humain va prendre en main le fait qu'il ne vit pas comme il faut pour chercher à se dépasser. Et il reformule l'histoire du monde,
toujours cette grande mégalomanie philosophique. Deleuze, dans Mille plateaux, disait, ben oui, Rimbaud avait cette formule, on peut délirer les races et les continents. Délirer les races et les continents, c'est une manière de s'emparer de l'histoire du monde pour le réécrire et le retraverser littérairement, mais en appelant les grands moments. Et c'est ce que fait également Sloterdijk ici, en disant: relisons l'histoire de l'humanité et voyons qu'il y a surtout des tensions verticales humaines. La femme et l'homme sont les créatures supérieures à elles-mêmes, ou toujours en recherche de leur propre supériorité, du dépassement de soi, finalement, du dépassement de soi, qu'ils voient dans ce qu'il va nommer une ascétologie générale, un logos de l'ascétisme, un logos des ascètes, en disant: ce qu'il y eut d'intéressant dans l'humain, ce ne sont pas les gardiens du camp de base, ce sont les ascètes, les saints, les sages, les philosophes, les virtuoses, les artistes, tous ceux qui savent marcher sur une corde, tous ceux qui sont funambules. Et là encore, quelques pages importantes de Zarathustra résonnent aux oreilles attentives, puisque le funambule est bien sûr celui qui pourrait rejoindre le surhomme. En tout cas, le surhomme, Zarathustra, a soin du funambule. Et Sloterdijk parle du funambulisme, de cet exercice vertigineux qui, pour le coup, est vraiment un exercice de verticalité dans tous les sens du terme, en disant: marcher sur la corde, c'est collecter dans le temps présent tout ce qui a été. C'est la seule manière dont on puisse transformer en série d'exercices quotidiens l'impératif « tu dois changer ta vie ». L'existence acrobatique détrivialise la vie, là on peut le dire, l'exercice acrobatique détrivialise la vie en mettant la répétition au service de ce qui ne peut être répété. Elle transforme tous les pas en premiers pas dès lors que chacun pourrait être le dernier. Il n'existe pour elle qu'une seule action éthique, la sape par le haut de toutes les situations existantes par la conquête de l'invraisemblable. Et c'est dans cette conquête de l'invraisemblable qu'il se lance dans ce livre qui parle à la fois de yoga. Il avait vécu longuement dans un ashram en Inde, qui parle de Karl Untam, violoniste qui jouait du violon avec ses pieds parce qu'il n'avait plus de bras, d'autres ascètes, de saints, de Nietzsche, bien entendu, de toute une série d'autres intellectuels et d'artistes qui ont poussé l'existence humaine jusqu'au bout, non pas par leur seul désir, mais par l'exercice. Et ce mot d'exercice, qui est un mot qu'on retrouve assez fréquemment chez Aristote, je pense, ce mot d'exercice est un mot qu'il va réhabiliter en disant « l'humain est celui qui s'exerce ». Et c'est uniquement en s'exerçant, ce que Nietzsche, lui, n'avait pas vu, c'est uniquement en s'exerçant que l'on peut être capable d'un autodépassement, d'un dépassement de soi, d'une verticalité sans péril, sans situer, bien entendu, prenant en charge les 5 grands fronts, dans lesquels l'humain a cherché à se dépasser, en luttant contre la faim. C'est ça l'ascétisme, c'est « je n'ai pas faim », en luttant contre la surcharge, en luttant contre la misère sexuelle, en luttant contre la domination et l'hostilité, en luttant contre l'obligation de mourir. Voilà les 5 grandes luttes. Et finalement, si on doit se dépasser, c'est que la condition humaine nous impose ce face-à-face avec la mort, avec la faim, avec la sexualité, avec la domination, avec l'hostilité, et qu'en rester seulement à ce face-à-face est la tâche des gardiens du champ de base. Mais dès que l'on peut se libérer de cette tâche-là, soit prothétiquement, soit par délégation, quelque chose comme une lutte nouvelle
contre cette faim, cette misère est possible, et on le lit dans l'ascétisme. On le lit dans l'ascétisme, et on le lit aussi autrement dans notre capitalisme, qui aussi lutte contre la faim, contre la surcharge, contre la domination et l'hostilité, contre l'obligation de mourir, mais d'une manière tout à fait différente, avec d'autres anthropotechniques. Et on en parlera dans un mois, si vous voulez bien. Je crois que comme on est quand même assez lancé sur Sloterdijk, avec votre bénédiction, je ne sais pas si je l'ai ou pas, mais je crois que ce serait intéressant de refaire 1 heure dans un mois sur Sloterdijk, et alors parler de Matthew Crawford comme troisième philosophe. Mais dans 15 jours, c'est Laurent Suter qui parlera. Voilà, merci beaucoup.